Bonjour, une nouvelle fois, bienvenue dans ce journal des sports avec en invité ce soir le 3 Gymnit Aix-en-Othe qui organise la semaine prochaine la traditionnelle Coupe européenne d'épée féminine par équipe. En leur compagnie, nous parlerons de cet événement lors de la deuxième partie. Quant à la première partie, je vous laisse le soin de regarder le programme. Du football évidemment avec le derby champardonnais entre Troyes et Reims, démarré actuellement en pleine bourre alors que du côté troyen, on restait sur un échec à Ajaccio. Sainte-Savine restait aussi sur un échec à Furdenheim. Les basketteuses auboises recevaient samedi les franciliennes de Sannois-Saint-Gratien. Victoire impérative pour les saviniennes sous peine de voir le podium s'envoler. Et puis enfin, coup de projecteur sur la fin de saison de cross-country avec le cross de Lussac dimanche auprès de Lyon à la Chapelle Saint-Luc. Mais pour commencer, attaquons par du ballon rond avec la 23e journée du championnat de France de Ligue 2 et le derby champardonnais entre les Stacks et Reims. Deux formations ragaillardies par ce début d'année 2011. Les Stacks avaient elles beaucoup à se faire pardonner avec notamment une piteuse défaite à Ajaccio la semaine dernière. Résumé du match. Un derby que finalement les Troyens vont dominer de la tête et des épaules. Sauf que, comme souvent, les Stacks devra accumuler les occasions avant de trouver la mire. À la 29e minute, Sissoko sera accroché aux abords de la surface et qui devra même sortir fracture de la pommette pour le jeune milieu de terrain. Sur le coup franc qui suit, Bettiol ne laisse le soin à personne de le tirer. Il expédie une mine dans la lucarne d'Agassa. Les Stacks mènent 1-0 et premier but de l'ex-lyonnais cette saison en championnat. Avec Moulière, on travaille un petit peu à l'entraînement et puis ça fait 4 ans qu'on est ensemble, donc on commence à se connaître. Donc je lui demande toujours de se mettre avant qu'il tire le coup franc, qu'il fasse quelques pas pour me montrer où c'est qu'il va me décaler le ballon. Donc après moi ça me permet de rectifier ma trajectoire et pour frapper du mieux possible. Donc là il me la met parfaitement là où il avait dit. Donc après j'avais plus qu'à m'appliquer, à me pencher sur le ballon et puis à cadrer. Dans la foulée, les Troyens auront l'occasion de doubler la mise, mais malheureusement, encore une fois, les joueurs de l'Estac manqueront le coche. À la mi-temps, l'équipe de Jean-Marc Furlan est devant au score et cela ne souffre d'aucune contestation tant les Rémois sont indigents. Et ils sont même enterrés à la 51e minute avec ce magnifique but. Drouin donne pour Guy Dillet qui trouve dans le dos de la défense Obadi. Celui-ci instantanément donne pour Fossurier 2-0 pour l'Estac. Et dans les minutes qui suivent, les Aubois poursuivent leur travail de sape, de l'imprécision malgré tout dans le dernier geste. On tremble un peu après l'heure de jeu avec ce pénalty concédé par Bettiol. Toudic le transformera mais sans incidence sur le jeu toutefois. Mieux, les Troyens alourdiront le score sur cette tête de Carlier, 3-1. Et même si Toudic convertira une offrande troyenne en fin de match, la victoire troyenne était acquise depuis fort longtemps. On fait certainement notre meilleur match à domicile et depuis le début de la saison, avec certainement celui d'Ajaccio et du Havre, où on avait gagné 3-0, on a fait 0-0 contre le Havre. Et donc ça prouve que voilà, les joueurs qui sont pour la plupart, quasiment tous, pour la plupart issus du club, ou à part 2 ou 3, et qui vivent ensemble depuis longtemps, se mobilisent et savent se mobiliser et faire la part des choses. Avec 3 victoires en 4 matchs, l'Estac a effacé l'accro d'Ajaccio. Les joueurs de Jean-Marc Furlan espèrent bien maintenant faire un coup à Tours. Tours donc vendredi prochain à 20h au stade du Loir-et-Cher. Les résultats de Ligue 2 avec pas beaucoup de surprises dans cette 23e journée du championnat de France de Ligue 2. Le Havre a battu Clermont 1-0. Même score pour Le Mans qui bat Grenoble et Évian qui bat Châteauroux. Au classement, Le Mans est toujours en tête avec 2 points d'avance sur Évian. L'Estac remonte à la 8e place, 33 points à 2 points seulement de la 3e place. En championnat de France de CFA2, l'Estac B a accroché un bon nul à Auxerre, 1 but partout. Logique résultat pour Dijon en revanche face à Pierre-Vauban, 3-0. Surprise en revanche pour Strasbourg qui a été battu par Saint-Louis 2-1. Au classement, Dijon est en tête, largement en tête, 8 points d'avance sur Strasbourg et l'Estac B, mais l'Estac B a 2 matchs d'avance sur les 2 équipes. On tourne la page de la balle orange à présent avec une rencontre délicate pour le SSB qui recevait Sannois-Saint-Gratien sur son parquet de la salle Volbar. 15 jours après sa défaite à Furdenheim sans sa Slovaque Monika Chabadova, mâchoire fracturée, les Saviniennes ne pouvaient pas se permettre un nouveau faux pas sous peine de voir s'envoler les playoffs.
Comme lors de la précédente rencontre à domicile, les Saviniennes pataugent dans ce premier quart-temps. Au bout de 5 minutes, le bateau prend l'eau et Ludovic Le Tenay prend son deuxième temps mort. Ses joueuses sont menées 11-2. Pas de qualité de passe, rien. Pas de qualité de marquage, rien. Bon, lui, on s'en sort. Après l'arme miraculeux, mettre un panier à 3 points, tant pis. On s'en fout, derrière, on ne prend pas la panique à bord. On ne balance pas de ballon en touche. Amorce de réaction dans les minutes qui suivent et petit à petit, les filles de Ludovic Le Tenay grignotent leur retard. À 2 minutes de la fin de la première mi-temps, Jandon, sur un panier à 3 points, ramène le SSB avant que Puissant n'égalise à 26 partout, juste avant la mi-temps. Sannois-Saint-Gratien conservera tout de même l'avantage malgré un dernier panier à 3 points au buzzer de Lucie Kemper, 32-31 pour les Franciliennes. Le troisième quart-temps sera beaucoup plus incertain, les deux équipes se rendent coup pour coup, avec à chaque fois jamais plus de 5 points d'écart. Lucie Kemper s'attachant un coup de panier à 3 points à maintenir l'espoir. 51-51, 5 minutes de la fin, mais voilà, les jaunes et bleus sont épuisés avec seulement 6 joueuses compétitives. Il est impossible de tenir la dragée haute à Sannois qui remporte cette rencontre dans les tout derniers instants de la partie, 61-54. C'était le match décisif par rapport à notre avenir pour les playoffs. Donc là, on sait qu'on ne va pas les faire. On se maintient. C'est aussi un des objectifs qu'on voulait quand même, se maintenir. C'est une grosse frustration, une grosse déception parce j'avais beaucoup d'espoir dans ce match. C'est une équipe qui est intéressante mais qui collectivement propose pas grand-chose. Avec cette défaite donc, Sainte-Savine est pratiquement exclue de la course à l'accession, à moins bien sûr d'un faux pas de ses concurrents directs. Et malheureusement, ce ne fut pas le cas lors de cette journée. On regarde justement en images des résultats préparés par Cécile Rich pour voir que Aulnois notamment a engrangé une autre victoire 78-62 face à Sceaux et Ronchin a logiquement battu Arras 78-53. Au classement, Aulnois toujours confortablement installé en tête. 2 points d'avance sur Sannois-Saint-Gratien, nouvellement deuxième. Sainte-Savine, 5e. C'est l'équipe qui fait la très mauvaise opération de ce week-end. 27 points pour les Saviniennes. En National 3, gros résultat pour Saint-André qui est allé gagner chez le leader Saint-Dizier 70-68. Dans un autre temps, l'autre leader, l'US Charitoise, a été battu à Saint-Denis en région parisienne 71-65. Ce qui donne au classement Saint-André à présent en tête en compagnie de l'US Charitoise et Saint-Dizier, en sachant que la semaine prochaine, la Charité et Saint-Dizier se rencontrent. Donc évidemment, la montée se jouera entre ces 3 équipes. Ça sera serré jusqu'au bout. Pour la 6e année au centre sportif de l'Aube, le comité olympique et sportif de l'Aube et le conseil général se sont associés pour organiser les trophées Olympo qui récompensent les meilleurs sportifs de notre département inscrits sur les listes ministérielles. Cette année encore, une 50aine de sportifs de haut niveau ont pu bénéficier de cette aide ainsi que plusieurs clubs et associations. Dimanche, auprès de Lyon, les crossmen avaient rendez-vous pour l'une des dernières fois de la saison à l'occasion du cross de Lussac. Pas beaucoup de concurrents toutefois, une semaine après les régionaux d'Aix-en-Othe, mais pas une raison tout de même pour que les tossistes laissent filer une victoire. Fin de saison oblige, on ne se bousculait pas sur la ligne de départ de ce cross de Lussac. Tout juste pouvait-on noter la présence de 2 favoris, Zieba et Michon du TOS Tri. Ce sont d'ailleurs les 2 triathlètes du TOS qui font la course en tête en emmenant dans leur sillage Alexandre Bourgeois, lui aussi du TOS, et Anthony Schneider de Lussac. Bourgeois qui se sent pousser des ailes dans les premiers tours puisque c'est lui qui prend le commandement après seulement 2 tours. Mais la hiérarchie habituelle va vite être rétablie avec un coup d'accélérateur de Zieba que seul Michon peut suivre. Bourgeois et Schneider sont décrochés. Les 2 triathlètes se relaient sous la conduite de Zieba qui bientôt dépose Michon sans forcer. En fait, j'ai pas vraiment voulu partir. J'ai pris un relais. J'ai peut-être accéléré un petit peu, mais j'ai pas vraiment voulu accélérer pour partir à ce moment-là. C'est un parcours qui m'est plus favorable que Sébastien. Zieba, parti de très loin, réussir à maintenir un rythme suffisant pour se permettre de s'adjuger la victoire.
une première dans ce cross de Lussac. J'avais un petit peu à cœur de faire bien aujourd'hui parce que j'avais complètement loupé les régionaux avec 100 notes. J'avais eu la gastro dans la semaine et ça s'était ressenti le dimanche. Donc là, c'est vrai que en plus je suis dans un cycle où je reprends vraiment l'entraînement assez fort à vélo, donc ça me fait du bien même à pied. En difficulté dans la deuxième moitié du parcours, Sébastien Michon termine finalement deuxième. Aujourd'hui, la foulée est un petit peu lourde, peut-être plus lourde que d'habitude, encore que je pense qu'on a couru quand même à bonne allure et c'était assez difficile d'élever le niveau de course et surtout la vitesse ce matin, quoi. Dernier rendez-vous, le cross du comité dans 15 jours avant la reprise de la saison sur route le 27 mars prochain pour les 10 km de Saint-Lié. Allez, Bubi, allez. Autre club mis à l'honneur cette semaine, l'UVAube, ou plutôt le club Champagne-Charlotte. Car depuis jeudi soir, le club centenaire troyen a changé d'appellation pour tout simplement survivre au plus haut niveau. Pour intégrer la DN2, plusieurs efforts étaient nécessaires, notamment financiers. Les dirigeants troyens ont alors trouvé une solution d'ailleurs assez sexy. Des images de Liv Bartolomeo. Depuis 2003, l'UVAube avait complètement abandonné toute présentation de son effectif à la presse. Alors quand le club centenaire a décidé de dévoiler son équipe 2011 et qui plus est au théâtre de Champagne, il y avait de quoi se poser des questions. Et l'annonce faite hier soir a fait l'effet d'un raz-de-marée. Le club, qui s'appelait l'UVAube depuis sa création en 1906, changeait de nom en se nommant Club Champagne-Charlotte du nom du sponsor. Charlotte, représentée par son PDG Véronique Garnaudier, qui a donc accepté d'accoler son nom à celui d'une équipe cycliste. C'est un investissement quand même important, c'est normal, parce que l'équipe a des besoins, c'est normal aussi. Les jeunes sont pleins d'enthousiasme, sont pleins d'énergie, on croit beaucoup en eux et je suis sûre qu'ils vont performer cette année. Une innovation rendue nécessaire par le coût d'une équipe évoluant en DN2. On parle d'un budget oscillant entre 150 000 euros et 180 000. Cela n'a pas gêné les dirigeants historiques du club, tels que Michel Huet, licencié au club depuis 1957. Non, c'est pas terminé l'UVAube. Il y en a toujours UVAube qui est marqué sur le maillot quand même. Bon, maintenant, oui, on a changé d'identité, mais l'UVAube, ça restera quand même... il y aura toujours UVAube. Autre événement au programme, le nouveau maillot du CCC, dévoilant notamment un mannequin en sous-vêtements devant et derrière le paletot. Une tunique qui apparemment fait l'unanimité chez les coureurs. Moi je trouvais ça plutôt bien au niveau marketing, puis au niveau reconnaissance, puisque aucun autre club n'a encore osé mettre un visage qui plus est féminin et en tenue de sous-vêtements sur un maillot. Donc là je pense qu'on va vraiment marquer le coup cette année. Bouleversement aussi dans la direction sportive, puisque la Fédération française de cyclisme exigeait aussi un entraîneur diplômé dans les équipes sélectionnées. Le club Champagne-Charlotte a donc dû recruter un nouveau directeur sportif en la personne de Florian Morizot, titulaire du brevet et ancien coureur de l'UVA. Florian intègre donc l'équipe dirigeante aux côtés de Michel Huet, l'inamovible directeur sportif. J'ai été embauché pour relever le challenge que m'a proposé Jean-François Barceau, donc c'est-à-dire essayer de bien consolider l'équipe cette année. Des nouvelles couleurs inaugurées ce week-end sur le Grand Prix d'Aix-en-Provence, puis ensuite dans l'Aube, le 27 février prochain, à l'occasion du Prix Donjon. Voilà, une image qui semble plaire à nos invités sur le plateau. C'est peut-être une idée à voir pour l'escrime plus tard. Un Grand Prix donc d'Aix-en-Provence qui aura lieu samedi prochain. Quelques résultats pour vous dire qu'en National 3 de badminton, le PL3 l'a emporté en déplacement à Moulins, 5-3, alors qu'en football américain, les Pigargues de Troyes se sont inclinés chez les Gaulois de Sannois-Saint-Gratien, 14-7, tout en réalisant une prestation fort honorable. Les résultats de handball avec quelques surprises, notamment en National 2, avec une victoire de Sainte-Maure-3 face à Beauvais, 32-22. De son côté, Dreux a battu logiquement Fleury-Loiret, 34-25, et Épernay fait match nul avec Saint-Maur, 30 partout. Au classement, Saint-Maur toujours en tête, 2 points d'avance sur Alfortville, Sainte-Maure-3 en 4e position, 8 points de retard sur le leader pour les Morassos troyennes. En National 3 féminine, lourde défaite pour les Senseo Caillotines de Cathy Mayayo, 41-30. Dans le même temps, Hackenheim et Amnéville s'imposent, ce qui fait reculer sensiblement Rosières-Saint-Julien au classement, 4e place. Mais les filles de Cathy Mayayo restent à portée du podium et donc de l'accession en National 2.
En National 2 garçon cette fois-ci, l'Étac a donc subi une défaite face à Sarrebourg. Petite défaite, 5 buts seulement heureusement. De même que Saint-Égrève s'est donc incliné face à Célestat 41-28 et Laval face à Metz 36-28. Au classement, l'Étac est toujours en fâcheuse posture avec 28 points. À égalité avec Vénissieux, l'Étac est toujours relégable. En National 3, Romilly a bien réagi en allant battre Bois-Colombes chez lui 25-24, ce qui ne suffit pas pour sortir de la zone rouge. On le regarde donc avec le classement. Romilly est toujours 13e, mais à portée de fusil de Bar-le-Duc et surtout d'Arc Mosellan. Allez, on parle escrime avec la semaine prochaine la tenue de la Coupe européenne par épée féminine par équipe. Avec nous pour en parler, les responsables du TG Aix-en-Othe et du comité de l'Aube d'escrime. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, maître de Claude, vous êtes la cheville ouvrière comme chaque année de cette Coupe européenne. Cette année, quelques nations qui vont nous surprendre puisque l'Espagne s'est invitée à la Coupe cette année. C'est la première fois effectivement que l'Espagne vient à la Coupe européenne. Je les ai rencontrés dernièrement à Göteborg avec le maître Jean-François Di Martino. Ils ont été intéressés par cette formule d'une épreuve qui est là pour préparer les championnats du monde junior qui auront lieu dans un mois en Jordanie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait un petit moment que c'est organisé cette épreuve. En quoi consiste-t-elle ? Alors c'est une épreuve qui a été créée en 2002, qui s'adressait d'abord aux juniors. Ensuite on a intégré les seniors et puis de nouveau elle ne s'adresse plus qu'aux juniors avec un but bien précis. Donc que des équipes se rencontrent pendant 2 jours pour préparer la stratégie par équipe bien sûr pour les championnats du monde junior. Voilà, donc c'est vraiment le but de cette épreuve et qui intéresse la fédération qui a inscrit tout de suite cette épreuve à son calendrier donc depuis 2002. Alors on retrouve les équipes de France A et B, on retrouve l'Allemagne. On retrouve donc l'Espagne, malheureusement pas l'Italie qui a décliné l'invitation. Pas l'Italie, c'est toujours un petit peu compliqué pour les faire venir. On faisait venir un club qui était plus intéressé par notre épreuve lorsqu'elle concernait les seniors. Actuellement en junior, ils n'ont pas beaucoup de monde, donc on a laissé tomber l'invitation pour l'instant. Peut-être que ça reviendra, le contact existe toujours. Donc voilà ce qui se passe avec l'Italie, mais rien de bien grave. Je pense qu'on les reverra lors d'une des prochaines coupes européennes. Oui, il n'y aura pas de souci. Franck Garcia, vous êtes le président du comité de l'Aube de l'escrime. C'est toujours intéressant de faire venir une compétition de ce genre-là. Est-ce que ça vous sert, vous, au comité de l'Aube ? Disons que ça permet sur ce week-end déjà de rendre l'escrime un petit peu plus visible, parce que c'est vrai que c'est un sport qui est assez confidentiel et trop peu couvert, hélas. Et donc c'est vrai que le fait d'organiser une compétition de niveau international dans notre département et sur notre ville permet de rendre l'escrime plus visible, plus accessible et voilà, de voir concrètement un petit peu ce sport. Et c'est vrai qu'à travers le haut niveau, c'est toujours intéressant de voir des athlètes pratiquer ce sport. D'un niveau international, comme le disait le maître de Claude. C'est vrai qu'actuellement, les équipes nationales sont en préparation pour les championnats du monde et c'est vrai que ça permet de faire certains ajustements avant des placements en équipe, etc. Ouais, puis c'est l'occasion de voir certaines stars en devenir peut-être. Voilà, certaines stars en devenir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui sont passées par la Coupe européenne, qui sont aujourd'hui dans l'équipe nationale, qui font des podiums, qui ont parfois fait les Jeux Olympiques. Qui ont parfois fait les Jeux Olympiques, comme une Sophie Damon avec l'équipe de Suisse il y a quelques années. Voilà. Et puis voilà, c'est toujours intéressant de voir les futurs champions et futures championnes venir à Troyes. Voilà. Jean-Claude, est-ce qu'on a des retombées suite à cette Coupe européenne ? Est-ce qu'on a un boom des licences ou Eh bien, c'est surtout les championnats du monde et les Jeux Olympiques qui donnent lieu à plus d'intérêt. Mais cette Coupe à Troyes, ça permet de faire venir des gens et de leur apporter dans leur ville, à proximité, des compétiteurs qu'ils n'auraient pas l'occasion de rencontrer, sauf en se déplaçant dans des grandes villes. Oui, puis c'est vrai qu'il y a une certaine proximité, il n'y a pas de distance avec le public. On peut serrer la main des épéistes, on peut dialoguer avec. Oui, ce sont des personnes très simples et on peut les rencontrer. Oui, contrairement à d'autres sportifs. Oui. On les rencontre toute la journée. Oui. Donc c'est un vrai plaisir de les côtoyer. On apprend beaucoup de choses. Mais même au championnat du monde, Maureen Nissima, je l'ai eu à
à portée de main. Oui, c'est vrai. Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, à l'occasion d'un portrait de Sandrine Dumoulin. Très gentille, Morinissima, donc la championne du monde d'escrime. Tout à fait, puis c'est une victoire méritée parce qu'elle a beaucoup souffert, elle a eu beaucoup de blessures. Elle avait fait déjà plusieurs podiums puisqu'elle avait été vice-championne du monde, elle avait été 3e aussi du temps où elle était en équipe avec Sandrine Dumoulin d'ailleurs. Et puis donc cette médaille, elle la savoure pleinement parce qu'elle a beaucoup travaillé pour cela. Et elle est très accessible, vous l'avez vu, à 3. Elle a participé d'ailleurs avec Laura Flessel. L'ouverture, la première épreuve, elle était là pour parrainer cette épreuve. Donc il y avait Laura Flessel, Morinissima, Sandrine Dumoulin et Marisa Baradji qui étaient là pour lancer la manifestation avec nous, qui ne s'adressait à cette époque aux juniors, comme cette année d'ailleurs, en 2002. Alors vous courez toujours de par le monde pour le compte de l'équipe junior, je crois. Voilà, donc avec les juniors. L'équipe nationale junior. L'équipe nationale junior, eh bien je suis leur sélectionneur, donc je me déplace régulièrement avec elle. J'étais à Bratislava cette année, à Göteborg pour la dernière épreuve sélective, et puis nous étions avec le maître Di Martino et le directeur des équipes de France et le président de la commission d'épée féminine jeudi dernier pour faire la sélection de l'équipe qui participera au prochain championnat du monde qui auront lieu en Jordanie à la fin du mois de mars. C'est une échéance qui et approche. L'équipe sera présente à 3. Puisqu'il y a, et d'ailleurs dans les filles qui seront présentes, il y a Lorraine Ramby qui est vice-championne du monde, Clémentine Fernandez qui a fait une médaille de bronze l'an dernier au championnat du monde, Louise Jacob qui a gagné les Jeux de la Méditerranée, et puis une dernière fille qui a gagné sa sélection tout dernièrement d'ailleurs à Modeling, une des Coupes du Monde importantes où Sandrine avait fait une finale d'ailleurs il y a quelques années. Il s'agit de Maud Bienfait, et voilà, toute l'équipe sera présente. Ça sera l'équipe 1, l'équipe de France qui défendra les couleurs donc de la France bien passé en Jordanie. Cette coupe européenne. Donc oui, une équipe solide. 3 filles figurent actuellement parmi les 16 du classement mondial, donc c'est quand même du très haut niveau. Ça cause, comme on dit. Ça cause, tout à fait, oui. On vient de voir le maître Di Martino qui sera à vos côtés donc, pour cette coupe européenne. Donc la formule ne bouge pas, toujours au COSEC 3. Alors ce sera au COSEC 3, ça commencera samedi après-midi, ensuite l'épreuve reprendra dimanche matin, et puis nous présenterons un match en gala dimanche après-midi à partir de 14h au COSEC 3, et ce match-off sera commenté, ça permettra à notre public de comprendre ce qui se passe, et surtout aussi de comprendre la stratégie des matchs en équipe, car c'est ce que les filles viennent travailler là, donc du haut niveau, mais en même temps la stratégie d'une équipe, c'est quelque chose de très intéressant, et très intéressant pour nos élèves, que ce soit d'Aix-en-Othe ou de Trois-Gymniques, pour bien comprendre comment se passent les matchs dans une compétition à l'épée, en particulier par équipe, parce que nous avons aussi pour ambition dans les clubs les épreuves individuelles, mais aussi bien sûr d'équipe. Ce sont des moments importants pour nous aussi. Des nouvelles du TG Aix-en-Othe, puisque vous avez perdu contre Toulouse il y a très peu de temps. Oui, on a gagné le match aller, on a perdu le match aller à Toulouse, on gagne le match retour bien et on perd le match d'appui 14-13. C'était un match très très serré, vous étiez là pour couvrir l'événement. Donc maintenant nous allons nous battre pour garder notre place en 2e division. Avec Sandrine, Nadia, Catherine et Claire, et je suis confiant parce que l'an dernier elles ont fait un bon parcours. Là, elles ont bien tiré, vous l'avez vu, puisqu'elles ont gagné le match retour et c'était pas simple du tout. Ça, c'est une bonne équipe de Toulouse. C'est une bonne équipe, voilà, et nous aussi, parce qu'on s'est pas mal défendu. Par contre, on perd d'une touche, et ça, par contre, ça laisse bien sûr toujours un peu de regret, parce qu'il n'y a qu'une touche. Mais donc, ça prouve aussi qu'on n'est pas loin. Et l'an dernier, pour conserver notre place en 2e division, on a gagné 2 matchs sur 3, c'est ce qu'il fallait. Et notre ambition est la même cette année. On donne rendez-vous à nos téléspectateurs, donc, samedi et dimanche, donc COSEC 3, à partir samedi, de quelle heure ? dimanche, alors samedi à partir de, on va dire, de 15h, dimanche le matin, mais ce qui sera intéressant, c'est de suivre le match en gala l'après-midi à partir de 14h. D'accord. Et nous commencerons à l'heure parce que les équipes repartent après, chez elles, bien sûr. Et l'entrée est gratuite. Et l'entrée est gratuite. Il y a plein de pâtisseries sympathiques. Comme toujours. Merci. On regarde en votre compagnie l'agenda donc du week-end sportif qui approche, avec samedi notamment une rencontre de tennis de table en National 4 messieurs. Romilly affronte Seloncourt, c'est à 17h, l'espace François Mitterrand, la salle Ecke. Il y a aussi du handball avec la rencontre au sommet entre Rosières et le leader Hackenheim, c'est à 18h au complexe Raymond Laurent. Et puis, il y a aussi du basket avec Saint-André qui rencontre Meaux, le BC Saint-André qui donc étrenne son fauteuil de leader à 20h au complexe Bianchi. Et puis pour terminer, en football américain, les Pigargues affrontent les Corsaires, c'est de la division 2 et c'est du football américain donc à 20h au complexe Songis.
On ne l'a pas noté, mais évidemment, il y a de la Coupe européenne féminine, mais ça, on vient d'en parler. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, quant à nous, pour un nouveau journal des sports. À très bientôt. Au revoir.